Donc, je reprends, alors, donc pour l'enregistrement, les éléments essentiels que nous avons travaillés en lisant ensemble l'introduction. Donc, on a vu que Guillaume partait de l'idée que le temps, selon les langues, était systématisé d'une manière extrêmement variable et que cette variation dépendait de facteurs externes qu'il appelle mécaniques. On a vu également que le système du temps, malgré ces déformations dues à l'histoire des langues et aux évolutions, conserve le système du temps, réussit à conserver une sorte de cohérence interne, ce qui justifie donc un type d'explication qui est différent de l'explication mécanique, explication considérée par Guillaume comme étant de nature psychologique. Et donc il situe son propos, l'ensemble de l'ouvrage Temps et Verbes, comme un ouvrage entièrement consacré à cette explication de type psychologique. Son objectif est donc de dégager la partie systématique idéale, alors idéale au sens de mental, conceptuel si vous voulez, mais plutôt mental d'ailleurs, du langage dans le cas des temps du verbe en français. Mais au fond, ce type d'explication vaut pour Guillaume pour n'importe quelle question linguistique. Partout où il y a de la systématisation, il y a une possibilité de cette approche psychologique. Alors, on avait commencé à explorer le premier chapitre dans lequel Guillaume présente sa thèse générale qui est la suivante. C'est l'idée que la formation de l'image-temps dans l'esprit demande elle-même du temps, un temps très court sans doute, mais non pas infiniment court et par conséquent réel. Et avec cette idée que la pensée en action de langage exige réellement du temps. Alors, j'avais bien insisté sur l'idée que cette approche au plan théorique est extrêmement originale. L'idée est donc appliquée ici au cas du temps et du verbe, mais cette idée que tous les éléments linguistiques sont appréhendables comme des processus, et donc contrairement, et donc que la perspective guillaumienne se prétend distincte des approches qui vont uniquement considérer les résultats, dans la mesure où Guillaume, lui, considère que le résultat, c'est une chose, mais ce qui est intéressant pour le linguiste, c'est de voir comment l'esprit est arrivé à ce résultat. Eh bien, à partir du moment où on prend en considération ce processus qui permet d'arriver à un certain résultat, on va analyser la temporalité de ce processus. Et par conséquent, ce processus, il va avoir un commencement, un milieu, une fin, et c'est donc un paramètre temporel qui va permettre l'analyse linguistique. Donc vous voyez que le temps apparaît ici comme un concept métalinguistique. Et d'ailleurs, donc, du coup, dans l'analyse du système verbal du français, le temps apparaît à la fois comme un objet étudié et comme un paramètre de l'analyse. On analyse le temps à partir d'une certaine conception du temps comme support de processus mentaux. Alors, donc, on avait vu que la chronogénèse se développe en 3 temps, enfin en 3 moments, disons. Chacun de ces moments, le moment initial, le moment médian et le moment final, correspondant à un type de temps. Alors, je vais y revenir, mais il y a une ambiguïté dans l'usage du mot « temps » chez Guillaume. Grosso modo, si vous voulez, le temps, lorsqu'il est employé ici, temps in posse, temps in fieri, temps in esse, il faut le comprendre au sens de type de représentation du temps. Quelle conception du temps, en général? Mais lorsqu'on parle, par exemple, du présent, du passé, du futur, là, on parle du temps aussi, mais du temps, cette fois-ci, des époques. Donc, il y a vraiment au moins 2 grandes conceptions du temps. Enfin, le mot « temps », dans ce livre, en tout cas, est parfois ambigu et il faut bien avoir à l'esprit que
que le terme temps ici est employé dans un sens vraiment assez abstrait au fond d'une représentation du temps. Chaque chronothèse ici, in posse, in fieri, in esse, correspond donc à une certaine représentation du temps. Donc, deux types d'opérations de pensée, chronothèse et chronogénèse. La chronogénèse étant donc une opération de pensée réalisatrice. J'avais insisté la semaine dernière sur cette idée que cette opération réalisatrice correspond en fait à la notion d'actualisation. Et Guillaume lui-même fait le rapprochement entre le système de l'article, puisqu'il a travaillé, on l'a vu, notamment à propos du livre Le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Guillaume a introduit cette notion d'actualisation. D'ailleurs, Bally en a parlé un tout petit peu, mais quand même très largement, c'est Guillaume qui a introduit dans la pensée linguistique ce concept d'actualisation. Ça vient vraiment de la linguistique guillaumienne, tout au moins dans sa portée extrêmement générale. Et vous voyez qu'il y a un lien ici qui n'est pas forcément évident entre l'effet que produit l'article, le genre de processus auquel renvoie l'article ou les déterminants, si vous voulez, en français ou dans d'autres langues, partout, quelles que soient les langues considérées, les déterminants jouent un rôle d'actualisation. J'espère que je ne dis pas de bêtises en disant cela, mais je pense guère me tromper. Il y a donc un rapprochement qui n'est pas forcément facile à faire comme ça a priori entre ce concept d'actualisation dans le nom et l'idée que c'est exactement le même processus d'actualisation qui est responsable de ce développement du temps, d'une représentation initiale, temps in posse, jusqu'à une représentation aboutie dans le temps in esse. Le mouvement donc qui va du temps in posse vers le temps in esse, ce mouvement sur le temps chronogénétique, est bien un mouvement d'actualisation. Alors, je vais préciser un peu du coup l'opposition, et je crois que je m'étais arrêté là la semaine dernière. Je vais préciser un peu cette opposition entre langue et discours, parce que là, Guillaume reprend la distinction saussurienne entre langue et parole, mais en la déplaçant un peu. Voici un extrait d'une leçon du 20 février 1948, dans laquelle Guillaume écrit la chose suivante. Ferdinand de Saussure distingue langue, langage et parole, et il pose l'équation chez lui fondamentale, langage égale langue plus parole. Équation qu'il faut interpréter selon une relation qui fait du langage le tout, la totalité si vous voulez, l'intégrale d'une successivité, celle de la langue à la parole, de la langue présente en nous en permanence à l'état de puissance, et de la parole présente en nous par moment à l'état d'effet. Cette interprétation que je produis à mon compte ne se rencontre pas dans le livre de Ferdinand de Saussure, mais tout de même, bien qu'elle n'y apparaisse explicitement nulle part, elle s'y trouve partout impliquée. Elle est dans le livre, vu sa teneur d'ensemble, quelque chose d'implicite. Le langage est bien, comme l'a indiqué Ferdinand de Saussure, un tout relatif à deux composantes, la langue et la parole. Bon. Ensuite, donc, pour des raisons que je peux vous expliquer rapidement, Guillaume va préférer l'opposition langue-discours. D'ailleurs, oui, il ne l'utilise pas ici, mais c'est l'opposition langue-discours qui est caractéristique, disons, de la perspective guillaumienne et qui va donc supplanter cette opposition entre langue et parole chez Saussure.
Alors vous voyez que dans cette citation que, à nouveau, on a cette dimension temporelle qui apparaît, hein, puisque là où on a une sorte d'équation statique, hein, où on a cette idée que pour avoir une conception de l'ensemble du langage, il faut prendre en considération la langue et la parole, Guillaume l'interprète non pas seulement comme une intégrale ou comme une totalité, mais comme l'intégrale d'une successivité. C'est-à-dire que non seulement le langage, c'est la langue et la parole, ou le discours, mais c'est surtout le passage de la langue au discours. Le passage de la langue au discours, la transition de l'état de la langue et du discours. Et vous voyez, là aussi, la langue présente en nous en permanence à l'état de puissance, et la parole présente en nous par moment à l'état d'effet. On a à nouveau là une opposition qui repose sur quelque chose de temporel. Hein. La langue est en nous en permanence, mais lorsqu'on s'exprime, c'est momentané. Alors, cette distinction langue-discours, Guillaume la schématise de la façon suivante. L'intégrale, hein, ça c'est le signe qui rappelle le signe de l'intégrale, c'est le langage en activité. Et cette intégrale que représente le langage se compose de deux types de faits, le fait de langue et le fait de discours. Le fait de langue étant donc fondé sur une langue qui est en nous, il faut l'imaginer là, à l'origine d'un certain type d'actes qui sont les actes de représentation, qui vont aboutir donc à des représentations instituées. Donc à nouveau un processus. Hein. La langue elle-même est conçue comme un processus qui construit des représentations. S'il y a des représentations dans la langue, ces représentations sont le résultat de processus, donc d'actes de représentation. Et ensuite, à partir de ces représentations, il y a des actes d'expression qui aboutissent à des idées exprimées dans des mots, hein, ou dans des phrases. Et cette deuxième partie du processus total de langage correspond au fait de discours. Donc on a cette idée, peut-être un peu simpliste, disons, tout au moins qui correspond à une pensée très représentationaliste, hein, où on a d'abord les représentations mentales, et ensuite on exprime ce qu'on a dans l'esprit, si vous voulez. Alors que probablement, en réalité, il y a beaucoup plus d'interaction que cela, mais bon, peu importe, c'est le point de vue de Guillaume. Il est quand même assez, partisan d'une sorte de séparation entre, disons, le niveau formel, matériel, de réalisation des langues, et le niveau purement mental de la systématisation, où il y a une sorte de cohérence très très grande. Et pour être complet, on peut préciser les choses suivantes, c'est que cette opposition entre langue et discours vaut aussi bien du point de vue de la pensée que du point de vue de la parole. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, du côté de la pensée, l'opposition langue-discours correspond au fond à la distinction entre les actes d'expression et les actes de représentation. Et du côté de la parole, on a l'opposition, si vous voulez, entre le niveau phonologique qui est ici le niveau de la parole ou du discours, le niveau de la langue, mais côté parole, c'est-à-dire côté signifiant, et puis au niveau du discours, on a les actes de prononciation. Donc si vous voulez, il y a, si on prend comme point de repère uniquement les phonèmes, là c'est la réalisation des phonèmes, hein, les phones si vous voulez, dans une certaine situation discursive. Bon. Là, je le dis sur le plan de la production, mais c'est la même chose du point de vue de la réception. Hein. Du point de vue de la réception, lorsque vous entendez quelqu'un parler, vous êtes du côté du discours lorsque vous êtes là, par exemple, en train de m'écouter parler, mais vous pouvez être aussi du côté de la compréhension sans avoir
lorsque vous lisez, par exemple, vous n'avez pas forcément comment dire, des inputs auditifs qui vous permettent d'arriver aux actes de représentation. Bien, donc, c'est cette précision pour vous donner une idée un peu plus précise de cette opposition langue-discours. Ce que Guillaume reprochait au terme de parole, c'était d'être trop limité justement à la parole orale et du coup de négliger complètement la dimension de l'écrit. Alors, revenons donc à notre question de visée. À nouveau, donc une citation qui va préciser cette notion de visée et de réalisation. Je cite, donc, la visée qui réalise le temps réalise aussi le verbe. Les deux opérations sont simultanées. Il en résulte que la réalisation du verbe est sujette à se produire successivement sur les trois axes chronothétiques déterminés ci-dessus, in posse, in fieri, in esse. Autrement dit, sur les trois profils caractéristiques du phénomène de la formation de l'image-temps. De là, un ensemble de formes verbales qui sont toutes d'ordre temporel. Aspect, mode, temps ne se réfèrent pas, comme l'enseigne la grammaire traditionnelle, à des phénomènes de nature différente, mais aux phases internes d'un phénomène de nature unique, la chronogénèse. En un mot, l'aspect, le mode, le temps représentent une seule et même chose, considérée en des moments différents de sa propre caractérisation. Bien. Alors, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est d'une part cette idée que on a un ensemble de formes verbales qui sont toutes d'ordre temporel, c'est-à-dire qu'elles expriment tout le temps, d'une certaine façon, elles véhiculent toute une certaine représentation du temps, mais elles le font de différentes façons. Alors, on a par ailleurs cette idée qui est juste ici annoncée, qui n'est pas encore développée, hein, mais on va y arriver bientôt, sur la distinction entre temps, mode et aspect. Hein, distinction très très commune dans linguistique, très utilisée, mais souvent très confuse, hein, en particulier dans la grammaire traditionnelle, mais en linguistique, il y a quand même un certain nombre de fluctuations sur la définition de ces notions. L'idée ici, simplement, c'est que le phénomène majeur, c'est donc la chronogénèse, c'est-à-dire l'idée d'une certaine genèse, d'une certaine image-temps qui est véhiculée par chacune de ces formes, hein, quelles que soient les formes, participe infinitif, subjonctif, n'importe quel temps d'indicatif, toutes ces formes véhiculent du temps, représentent du temps, mais du temps qui, intrinsèquement, n'a pas toujours la même qualité. Et simplement, ces distinctions entre temps, mode et aspect, ce sont des moments différents de ce processus de la chronogénèse. Alors, là, on va pouvoir entrer maintenant un peu plus en détail dans chacune des trois chronothèses. Alors, première chronothèse, donc, le temps in posse. Donc, le temps in posse, qui est au tout début du processus, et qui est exposé de la façon suivante. Donc, je cite, « La réalisation du verbe dans le temps in posse donne lieu aux modes nominaux, infinitif et participe, et aux formes de ces modes, transportables aux autres modes, que les linguistes désignent sous le nom d'aspect. Le français compte deux aspects, simples et composés, qui, répétés dans les deux modes, donnent quatre constructions. Finir, finissant, avoir fini, ayant fini. Alors, il y a une petite note qui indique
qu'il est rare, mais il existe tout de même dans la langue un troisième aspect, qui est l'aspect surcomposé, du type avoir eu fini, ayant eu fini. Alors, ça nous donne au total l'analyse suivante. On parle bien des modes nominaux. Alors, nominaux, je reviendrai sur cette idée. On a bien cette idée qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est à mi-chemin entre le nom et le verbe dans ces... Enfin, le nom, sachant que chez Guillaume, le nom, c'est encore le nom de la grammaire de l'époque de Port-Royal. Il y a le nom substantif et le nom adjectif. Hein. Je veux dire, quand Guillaume parle de nom, ça regroupe le substantif et l'adjectif. Mais passons sur ce point. Ça, c'est un point simplement d'histoire des idées linguistiques. Mais bon, c'est pour ça que, au fond, parce que chacun sait bien que les participes présents, surtout le participe passé, ont des affinités avec les fonctions adjectivales. Hein. Et puis que l'infinitif a des affinités avec les fonctions nominales. Donc l'infinitif et le participe sont considérés comme des modes nominaux, grosso modo pour ces raisons-là, mais on voit bien que du coup, ils ne sont pas entièrement verbes, ils sont verbes en tant qu'ils représentent le temps, mais d'une certaine façon, on y reviendra. Simplement, on voit bien qu'il y a des modes nominaux, et que Guillaume, sans le dire de manière très explicite ici, indique qu'il y aurait deux modes nominaux, le mode infinitif et le mode participe. Bon, donc deux modes du temps in voce, infinitif et participe. On verra tout à l'heure qu'en réalité, un peu plus loin dans le livre, il revient sur cette distinction, disant qu'elle n'est pas si importante que ça et que grosso modo, on peut peut-être considérer qu'il y a un seul mode. Mais chaque chose en son temps, on va voir ça après. Ensuite, il y a l'aspect. Donc vous voyez que l'aspect, chez Guillaume, pour l'instant, il n'est pas encore défini d'une manière approfondie, mais ce qu'il met sous la catégorie d'aspect, pour le français en tout cas, c'est la distinction entre les formes simples et la forme composée. Il y a un aspect simple, un aspect composé. Et puis, bon, en plus, si on veut, mais ça ajoute rien au plan théorique, hein, il y a l'aspect surcomposé. Donc au total, on a 4 constructions, ou 6 si on inclut l'aspect surcomposé. Et je ne l'ai pas ajouté ici, mais en fait, chaque construction n'a qu'une seule forme. Je veux dire, il n'y a pas, quand vous prenez le participe présent, il ne se conjugue pas le participe présent. D'accord ? Donc en fait, on a 4 ou 6 constructions, mais c'est aussi 4 ou 6 formes du verbe. Il n'y en a pas plus. Maintenant, le temps in fieri. Donc ça, c'était le temps in posse. Deuxième étape, la chronogénèse avance un peu, temps in fieri. Qu'est-ce qu'on a au temps in fieri? Je cite, « La réalisation du verbe dans le temps in fieri donne lieu en français à une forme modale ad hoc qui, appliquée aux deux aspects et aux deux formes temporelles que comporte le temps in fieri, fournit les 4 constructions dont l'ensemble constitue le mode subjonctif que j'aime, que j'ai aimé, que j'aimasse, que j'eusse aimé. » Alors ça nous donne donc, au subjonctif, il y a un mode qui correspond donc à la chronothèse in fieri. Il y a 2 temps, le présent et l'imparfait. Il y a 2 aspects, simple et composé. Donc, simple, que j'aime, que j'aimasse, et composé, que j'ai aimé, que j'eusse aimé. Donc, on a au total 4 constructions. Comme dans le cas précédent, on avait 4, si on laisse de côté surcomposé, sauf que, en termes de nombre de formes, chaque fois, il faut multiplier par 6, ici, puisqu'on a les 6 personnes. Hein, c'est-à-dire que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'ils aiment. D'accord? Donc, j'aurais dû l'ajouter ici, mais je l'ajouterai peut-être dans la version finale du PowerPoint. On a 4 constructions, mais au total, 24 formes.
D'accord? Donc un nombre de formes beaucoup plus grand que dans le cas précédent. Et on va le voir, cette augmentation du nombre de formes, lorsqu'on avance dans le temps, et le nombre de formes va être encore plus grand dans le temps in et c, c'est une trace pour Guillaume du fait que la représentation du temps s'affine, se complexifie, devient de plus en plus précise. Plus la représentation du temps devient précise et approfondie, fine, plus le nombre de formes augmente. Alors on aboutit à la fin au temps in et c, qui est caractérisé ainsi, je cite de nouveau, « Enfin, la réalisation du verbe dans le temps in et c, divisible en 3 époques, donne lieu à une forme modale ad hoc, applicable, premièrement, aux 2 aspects et aux 2 formes temporelles que comporte chacune des 2 époques infiniment étendues que sont le passé et le futur. Dans les 2 formes du futur est comprise la forme de conditionnel qui en français n'est à la vérité qu'un futur de degré particulier et non pas un mode. Soit 8 constructions, une forme modale, 2 aspects, 2 formes temporelles, 2 époques. J'aimais, AI, j'aimais AIS, j'eus aimé, j'avais aimé, j'aimerais AI, j'aimerais AIS, j'aurais aimé AIS. Et puis deuxièmement, aux 2 aspects et à la forme temporelle unique que comporte le présent, époque étroitement limitée. Soit 2 constructions, une forme modale, fois 2 aspects, fois une forme temporelle, fois une époque. Donc 2 constructions. Hein. J'aime, j'ai aimé. Alors, à l'indicatif, donc, dans le temps in et c, on a donc un seul mode, comme au subjonctif. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, Guillaume va se dire, bah oui, c'est quand même un peu bizarre qu'on ait dans une chronothèse 2 modes et dans les 2 autres chronothèses un seul mode. Ce serait peut-être plus intéressant au plan théorique d'unifier et de dire qu'à un mode correspond une chronothèse. Hein. C'est vers ça qu'on va aller. Ensuite, il y a 3 époques. Alors ça, c'est le temps des époques, passé, présent, futur. Ces époques, vous l'aurez remarqué, elles n'interviennent pas du tout dans le temps in fieri, hein, ni dans le temps in posse, où on distinguait des temps, présent imparfait, des aspects, mais pas des époques. En fait, on y reviendra plus tard, mais les époques n'existent, les époques au sens passé, présent, futur, n'existent que au mode indicatif, lors de la dernière chronothèse in et c. Ce qui veut dire que lorsque on parle de subjonctif passé, par exemple, c'est simplement un legs de la tradition grammaticale, mais ça n'a rien à voir avec l'époque passée. On va le voir quand on va travailler sur le chapitre suivant qui porte sur justement la question du subjonctif. Le subjonctif n'a absolument rien à voir avec les époques. Les époques n'existent que à l'indicatif. Bon, donc, 3 époques, passé, présent, futur. Là, il est obligé de traiter différemment l'époque passé-futur, les époques passé et futur d'un côté, le présent de l'autre. Parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Effectivement, le présent a un statut un peu particulier. Vous vous souvenez d'ailleurs que dans le tout début de l'introduction, il indique que il faudrait vérifier, mais il n'y a pas de langue du monde où il y a plusieurs présents. Il y a plein de langues où il y a plusieurs passés, plusieurs futurs, mais il n'y a jamais plusieurs présents. Alors ça, bon, je soumets cette proposition à votre sagacité. Si vous connaissez une langue dans laquelle on peut dire qu'il y a plusieurs présents, je serais tout à fait intéressé d'en savoir plus. Hein, mais pourquoi pas? Il faudrait voir. Mais en tout cas, c'est une proposition théorique c'est très forte. Hein, c'est une hypothèse sur vraiment, sur une sorte, un universal, hein, quelque chose qui serait universel, c'est que les langues ne développent jamais plusieurs présents. Bon. Alors c'est pour ça qu'il faut traiter séparément le passé et le futur du présent. Donc, pour le passé et le futur, il y a 2 formes temporelles. Donc, passé simple et imparfait, qui sont, vous voyez, considérés comme 2 formes temporelles pour le passé. Futur et conditionnel, 2 formes temporelles pour le futur.
Dans d'autres textes, oui, je réponds à votre question juste après. Dans d'autres textes, on parle de thèmes, enfin Guillaume parle aussi de deux thèmes différents, hein, passé simple et imparfait, futur et conditionnel. Ensuite, il y a deux aspects simples et composés. Ça nous fait donc au total 10 constructions. Deux aspects simples et composés pour l'ensemble. Donc au total 10 constructions puisqu'il y a une seule forme temporelle pour le présent. Oui. La différence qu'on fait entre le passé simple et imparfait, c'est principalement une histoire d'aspect, non? Oui, alors on va y revenir en détail. On peut le considérer comme ça, oui, oui. Dans la grammaire, disons dans la linguistique, et même chez Guillaume, finalement, il accepte bien que la notion d'aspect soit réservée chez Guillaume vraiment à cette problématique en français des formes simples et des formes composées. C'est une autre sorte d'aspect, hein, mais on peut considérer que c'est de l'aspect aussi, qui va permettre de distinguer l'imparfait et le passé simple d'un côté, le futur et le conditionnel de l'autre. Hein. Et du coup, est-ce que des langues qui ont un présent progressif, par exemple, ce serait pas un même présent d'une certaine manière? Ah oui, ben, ça va relever de l'aspect là du coup. Hein. Ah oui, parce que vous alliez me dire, oui, oui, je comprends. Mais alors, vous voyez, c'est là l'inconvénient d'utiliser le même terme aspect pour distinguer ces deux thèmes, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout les mêmes genres de choses qui sont mises en jeu. Hein. En fait, on va y revenir en détail parce qu'ensuite, donc, le livre se développe avec un chapitre qu'on commencera peut-être aujourd'hui sur le subjonctif, donc sur l'analyse détaillée du mode, enfin, de la chronothèse in fieri, et le dernier chapitre qu'on étudiera porte sur le temps in esse, et là on verra le détail et on verra comment Guillaume se débrouille pour distinguer imparfait, conditionnel, imparfait, passé simple d'un côté, futur conditionnel de l'autre. Sachant que vous voyez qu'il considère que c'est le même genre d'opposition, le même genre de distinction qu'il y a entre passé simple et imparfait, futur et conditionnel. Et pour anticiper, je peux dire que c'est à cause de la morphologie, enfin c'est la morphologie qui est un indice pour lui de cette distinction. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de régularité, si vous voulez, mais je vous réexpliquerai ça, mais je peux le dire un peu dès maintenant. Quand vous prenez les verbes du premier groupe, hein, je sais pas, chanter, vous voyez qu'on a, si on considère le passé simple, chantait AI, le futur chanterait RAI, l'imparfait AIS, je chantais, le conditionnel, je chanterais RAIS. On a comme ça une symétrie avec d'un côté le morphème R qui marche, qui est utilisé pour les deux formes de futur, conditionnel et futur simple, et puis l'absence de morphème R pour l'imparfait et le passé simple, et puis un morphème AI au passé simple et au futur qui montre qu'ils sont d'une certaine façon comparables ou analogues, et des morphèmes AIS pour l'imparfait et le conditionnel. Donc c'est cette symétrie sur laquelle Guillaume s'appuie pour dire que le mode indicatif est structuré de cette façon. Or, si ce sont des phénomènes en langue pour Guillaume, c'est parce que la morphologie flexionnelle, enfin, si vous voulez, est ainsi, et que cette opposition est inscrite dans la morphologie. Or, dès qu'on est dans des formes de présent progressif, etc., en général, il n'y a pas de morphologie propre. On utilise un auxiliaire aspectuel, etc. Donc ça veut dire que c'est un autre genre de phénomène. Vous voyez, il y a une différence quand même entre les phénomènes qu'une langue marque dans sa morphologie, qui sont des phénomènes du coup très profonds au niveau vraiment de la langue, et puis les phénomènes qui mettent en jeu des propriétés sémantiques et syntaxiques qui sont d'un autre ordre. Alors, à moins que vous me trouviez une langue qui morphologiquement distingue un présent progressif et un présent, vous voyez, mais vraiment dans la morphologie, il faudrait. Mais votre question est tout à fait judicieuse. En effet, on pourrait, mais disons que l'ambiguïté repose sur le fait que on appelle aspect deux choses différentes. Bon, donc on appelle aspect aussi bien la différence entre passé simple et imparfait
Guillaume préfère le terme de thème, hein, un thème différent, passé simple et imparfait, et réserver l'aspect pour autre chose, qui vraiment concerne la durée interne du procès. Bien, donc au total, 10 constructions. Oui. Ah, je croyais que vous aviez une question aussi. Donc au total, 10 constructions pour le temps in esse. Quelques remarques complémentaires. Ce qu'on appelle parfois, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des manuels scolaires qui utilisent cette terminologie. J'ai vu que certains manuels de français langue étrangère utilisent encore la forme qu'on appelle le conditionnel deuxième forme, hein, conditionnel passé deuxième forme. S'il eût accepté cette proposition de loi, il eût déclenché des réactions violentes. Bon, c'est pas du tout du conditionnel, hein, c'est une forme de subjonctif, c'est tout. C'est juste un emploi particulier du subjonctif. Ça n'existe pas, ce conditionnel de deuxième forme. C'est un nom qu'on a utilisé dans la terminologie grammaticale, tout simplement parce que cette forme apparaît en contexte hypothétique, c'est tout. Alors, le mode impératif, on y reviendra, comme il n'a pas de morphologie propre et que, en français, l'impératif est emprunté soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Vous voyez, ça, c'est extrêmement intéressant à remarquer dans la perspective guillaumienne. À partir du moment où l'impératif n'a pas de morphologie propre, puisque, je veux dire, c'est soit des formes de présence, soit des formes de subjonctif, hein, eh bien, pour Guillaume, ça signifie que l'impératif n'existe pas en langue. Vous voyez le lien entre ce qui existe en langue, c'est-à-dire au niveau vraiment des structures cognitives profondes, et ce qui existe en discours, est traduit par la morphologie. C'est en cela, au fond, que Guillaume reste vraiment dans le sillage de la grammaire historique et comparée, hein, qui est sa formation, hein, par Meillet, etc. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a une remarque intéressante sur les types de verbes qui font leur impératif au subjonctif. Pas n'importe quel verbe en français. Hein. Pouvoir, vouloir. Donc il y a un lien entre le fait d'être des auxiliaires, plus ou moins, et le fait d'avoir son impératif sur la forme de subjonctif. Bon, il y a un article célèbre de Guillaume sur cette question, peut-être que j'aurai le temps de vous en parler. Troisième remarque, donc, les formes augmentent en nombre lorsqu'on atteint le temps in esse. Alors, j'ai commencé de le dire tout à l'heure, mais vous voyez, 10 constructions fois 6 formes à chaque fois, parce que les 3 personnes du singulier, 3 personnes du pluriel, ça fait 60 constructions. Donc, on passe de 4 à 4 ou 6 à 24 et à 60. Oui. Dans quelle mesure il justifie quelle forme il est dans chaque temps? Parce que là, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. dans chaque temps, il y a donc un mode, il y a. Mais dans quelle mesure il justifie la classification finalement? Alors, quelle classification par exemple? Le fait que justement, il met dans le temps in esse, il y a l'indicatif, mais dans le temps. Ah ben oui, là si vous voulez, le fait, vous voulez dire le fait que par exemple ils ne mettent pas l'imparfait dans le infieri, ou c'est ça? Comment il fait sa classification? D'accord. Bon, au fond, en distinguant d'un côté infinitif participe, de l'autre le subjonctif, et enfin l'indicatif, là, en soi, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. Non, mais c'est justifié ou c'est. Ben oui, c'est justifié. Pour l'instant, je suis d'accord, c'est pas justifié encore, mais ça va l'être dans le fil de l'analyse. Mais ce qui est original, si vous voulez, c'est l'explication qu'il donne, c'est-à-dire en termes de chronogénèse, chronothèse, etc. Mais le fait, retenu à juste titre par la tradition grammaticale qui a en français des formes de participes, etc. Bon, vous voyez, il y a une chose simple déjà, ces 3 formes d'infinitif, de participe passé, de participe présent, elles ne se conjuguent pas. Vous avez 3 qui ne se conjuguent pas.
Donc déjà, on peut les mettre à part. Elles n'ont pas des formes je tuile, etc. Donc c'est déjà une justification pour dire que ça forme un groupe. Ensuite, pour distinguer pour distinguer le temps infieri du temps inessé, donc le subjonctif de l'indicatif, là, ça va être une argumentation sur la question des époques, hein, qui va le justifier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que j'annonçais un peu tout à l'heure, on le reverra en détail, c'est cette idée que quand vous employez un subjonctif, le procès qui correspond à ce que vous dites au subjonctif peut être dans n'importe quelle époque. Ça y est, il n'est jamais situé dans une époque particulière. Et ça se voit très facilement. Donc, c'est ça, grosso modo, la justification. Qui permet donc, effectivement, d'aboutir à cette idée qu'il y a un nombre de formes de plus en plus grand quand on avance dans la chronogénèse. Bon, encore une fois, on regarde la morphologie pour en tirer des informations sur les opérations constructrices ou sur des choses. On regarde le visible pour remonter à l'invisible, hein, un peu dans la terminologie guillaumienne. Donc, voilà, plus on va dans la réalisation, dans l'actualisation du temps, plus on avance donc dans l'affinement des formes, etc. Alors, voici grosso modo comment il conclut. Telle est dans ces grandes lignes la thèse, comment il conclut ce chapitre. Je cite, telle est dans ces grandes lignes la thèse soutenue dans le présent ouvrage. Présentée dans les termes qu'on vient de lire, elle est un calque strict de ce qui a lieu dans la langue française moderne. Alors, vous voyez, pas de place pour le doute, un calque strict de ce qu'il y a dans la langue française moderne. En même temps, à ce stade du livre, bon, il n'y a pas une grande audace d'analyse, à part, encore une fois, l'appareil métalinguistique qui est tout à fait novateur. Mais au fond, mutatis mutandis, elle vaut, cette thèse, pour toute époque et toute langue. On a eu soin du reste de l'exposer dans le corps de l'ouvrage sous une forme appropriée à des vues comparatives. Ce qu'on a demandé à la langue française, c'est de livrer des données d'analyse applicables à toute autre langue, le choix pour cet objet de la langue française étant motivé moins par la nationalité de l'auteur que par le caractère abstrait du développement analytique de cette langue. Plus une langue analyse dans l'abstrait, plus elle est propre à fournir des bases stables à la linguistique psychologique comparative. L'abstrait est un, le concret multiple. Alors, dans ce moment de conclusion, il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement. Il y a d'abord cette idée que ce modèle de la chronogénèse, cette conception de l'aspect qui s'ajoute à n'importe quelle représentation du temps, cette distinction de différentes sortes de représentations du temps, Guillaume prétend que c'est applicable à l'analyse de l'expression du temps dans n'importe quelle langue. Alors, depuis Guillaume, hein, ça a été tenté dans un certain nombre de langues. Alors, dans Temps et Verbe, Guillaume propose lui-même l'analyse pour le grec, le latin, le russe. Il y a eu pas mal de travaux pour montrer que ça marche bien avec l'anglais, avec l'espagnol, avec l'italien, avec le roumain. Bon, voilà, pour ce que je connais, il y a eu quelques tentatives sur le chinois. J'étais une thèse sur l'approche du chinois, mais pas tellement sur le temps, en fait, parce que c'est quand même complètement différent. Donc voilà, comme je le suggérais pour les étudiants de master, vous pouvez, comme travail de fin de semestre, soit regarder ce qui existe en dehors du français dans la bibliographie pour l'analyse, disons, guillaumienne du système verbo-temporel d'une autre langue, hein, soit déjà faite par certains, ou alors si vous connaissez une langue pour laquelle ça peut être pertinent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même des morphèmes verbaux. Hein. Il y a des langues où quand les temps sont exprimés par des particules et pas tellement par des verbes à proprement parler, l'analyse se prête moins, je pense, à l'analyse. Enfin, le modèle se prête moins à l'analyse. Bon, cela dit, il faudrait voir. Hein. Mais bon, voilà, ça pourrait être intéressant de prendre au mot cette proposition de Guillaume et de voir si ça marche dans d'autres langues, pour le verbe. Hein. Pour l'analyse générale,
le modèle guillaumien a été testé sur beaucoup de langues, dont par exemple l'inuit. Il y a un spécialiste, un guillaumien, spécialiste d'inuit, et qui a appliqué la psychomécanique à cette langue des Esquimaux. Donc voilà, c'est une... Alors vous voyez un peu quand même, il y a une prétention là très forte, hein, de dire mon modèle, ça s'applique à toute langue. Et pourquoi il peut se permettre de dire ça? Parce qu'il estime qu'il est remonté aux opérations fondamentales de l'esprit humain, pas de l'homme français, de l'esprit humain. C'est comme ça que l'esprit humain conceptualise le temps. Bon, ça mérite discussion, mais en tout cas, pour Guillaume, il y a une vraie certitude, enfin il y a une certitude qu'on ne peut pas voir les choses autrement. Bien. Maintenant, il y a cette autre proposition plus embarrassante d'une certaine façon sur l'idée que c'est le français qui a été utilisé. Pourquoi il a utilisé le français? Bien sûr, parce qu'il est, c'est pour lui sa langue maternelle, bon. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est le caractère abstrait du développement analytique de cette langue. Donc il considère que le français, et ça, on sent ça un peu chez Guillaume, c'est un peu l'idée de la supériorité de la langue française sur toutes les autres langues. C'est là où parfois c'est un peu limite comme argumentation. Mais il défend cette idée que le français a poussé très loin l'abstraction de la représentation du temps, plus loin que d'autres langues. Et donc, plus on va vers l'abstrait, plus on décrit une langue qui est allée loin dans l'abstraction, plus on a des chances de saisir la grande unité des phénomènes. Plus on va vers l'abstrait, plus on va vers quelque chose d'unifié, alors que le concret, les choses détaillées sont multiples et sont difficiles à saisir dans leur unité globale. Bon, alors ça, c'est un point sur lequel on pourrait discuter, je n'insiste pas. Alors, ce qu'on peut conclure donc, sur ce premier chapitre, c'est donc que, premièrement, la chronogénèse est une opération mentale, c'est un processus cognitif, c'est bien clair. Donc, Guillaume est considéré, il y a un livre de Mathieu Valette qui a bien éludé cette question. Guillaume est un précurseur des linguistiques cognitives et énonciatives. Hein. Si vous voulez, la linguistique cognitive, en ce sens-là, ça ne naît pas au MIT dans les années 50, hein, c'était déjà là, en 29, d'une certaine façon, dans Temps et Verbe de Guillaume. Bon, mais ça, c'est un point d'histoire des idées linguistiques. Cette opération de la chronogénèse, opération mentale, processus cognitif, elle s'analyse selon des coordonnées temporelles, hein, via cette distinction entre la chronogénèse et les chronothèses. Donc, vous verrez, c'est une méthode d'analyse que Guillaume appelle parfois la linguistique de position, où, en fait, puisqu'on analyse des phénomènes temporels, comme un phénomène temporel se déroule toujours, comme un phénomène peut toujours être représenté comme se déroulant sur un axe, mettons ici de gauche à droite, eh bien, l'analyse va consister à savoir qu'est-ce qui se passe à différents moments du développement de cette opération cognitive. Donc, ce qui est décrit pour la chronogénèse avec 3 chronothèses a une valeur générale pour n'importe quel processus linguistique. Guillaume va analyser tous les processus linguistiques comme étant des processus qui peuvent être interrompus à différents moments de leur développement et qui vont avoir des propriétés différentes, justement, à cause du fait que le processus est interrompu précocement ou tardivement. D'accord ? Une représentation est plus ou moins élaborée. Alors, ce temps, qui est le temps sur lequel se déroule la chronogénèse, c'est ce qu'on appelle en psychomécanique le temps opératif. Alors, on verra, il y a un certain nombre de travaux qui ont essayé de vérifier si le temps opératif est effectivement un temps réel qui correspond à des
les structures neurologiques ou si c'est juste une abstraction commode pour le métalangage des linguistes. En tout état de cause, si le temps opératif, comme le pensent certains guillaumiens, est quelque chose qui existe réellement dans les structures cérébrales, pour l'instant, il n'y a pratiquement aucune recherche sérieuse qui examine cette hypothèse, du côté, disons, neuro. L'analyse aboutit à l'idée qu'en français, il y a 3 chronothèses, donc on l'a vu, le temps in posse, où on est au début du processus, le temps in fieri et le temps in esse, et ce modèle théorique vaut donc pour toute langue. C'est ce qu'on a vu à la fin lorsque on a vu son argumentation pour essayer de défendre l'idée que travailler sur le français, c'est pas seulement parce qu'il est français, c'est aussi parce que le français a certaines propriétés par rapport à d'autres langues qui font que l'analyse du temps a une sorte de rentabilité plus grande que si on était parti d'une autre langue. Bien. Bien, alors on va commencer à entrer dans le détail de l'analyse. Et alors là maintenant je vais aller quand même un peu plus vite, c'est-à-dire je ne vais pas commenter comme je l'ai fait jusqu'à présent le détail du texte. Je pense que je l'ai fait suffisamment pour que vous ayez une idée du style de Guillaume et de sa façon de présenter les choses. On va le faire encore un petit peu sur des moments très particuliers, mais je vais vous présenter donc maintenant comment Guillaume analyse chaque chronothèse. Alors, vous voyez le premier chapitre, enfin le chapitre 2, qui est donc le premier qui détaille, après l'introduction, l'exposé de la thèse générale, le premier qui détaille le modèle, s'intitule « La réalisation de l'image verbale dans le temps in posse, théorie des aspects et des modes nominaux ». Et vous verrez qu'ensuite, le deuxième chapitre sur in fieri est sous-titré théorie des modes et ensuite théorie des temps pour in esse. Donc il y a une sorte de double, si vous voulez, la théorie des aspects, elle va être développée à partir de l'analyse des modes nominaux. Donc ce qu'on appelle modes nominaux, c'est l'ensemble infinitif participe. Ça ne veut pas dire que les aspects n'existent qu'à ce niveau-là, bien sûr, hein, on l'a vu, puisque, par exemple, le passé composé, c'est du présent avec un aspect composé. Hein. Bon. Donc, la catégorie de l'aspect va être exposée dans ce chapitre, mais elle est applicable à l'ensemble des constructions du modèle. Alors, le temps in posse est déclaré comme un temps intérieur à l'image de mots ou intérieur à l'image verbale, tandis que le temps in esse, donc à la fin de la chronogénèse, est considéré comme étant extérieur à l'image de mots. Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, ces formulations correspondent à une intuition au fond assez simple à concevoir, c'est que ce qu'il va y avoir de nature temporelle dans le participe passé, le participe présent, etc., c'est quelque chose qui va être dans le lexème lui-même, quelque sorte, hein, enfin, très porté par le lexème. Alors que lorsqu'on accède au temps in esse, dans la mesure où on a atteint une véritable, si j'ose dire, temporalité qui sépare le passé, le présent et le futur, c'est une temporalité du monde, en quelque sorte, à laquelle on arrive. Hein. C'est une temporalité qui est la temporalité des événements du monde. Donc une temporalité qui est extérieure aux mots, qui est externe aux mots, qui n'est plus simplement interne aux mots, au sens où elle serait interne enfin, liée directement à la signification du mot lui-même. Bon, on va voir ça un peu en détail. Alors, cet intérieur du mot, si vous voulez, cette image, ce temps intérieur au mot, Guillaume le décrit de cette façon-là, en disant qu'un procès quelconque, je sais pas, marché par exemple, ça se déroule
d'un point A à un point B, temporel. Hein. Il y a un premier moment où on n'a pas encore commencé de faire l'action, T0, puis ensuite on commence de la faire un peu, hein, de plus en plus, jusqu'au moment où elle est achevée. On a fini, on n'a pas encore commencé de marcher, on va commencer de marcher, continuer de marcher, etc. Puis à la fin, on a marché, c'est fini. Alors, il distingue donc trois grandes valeurs, si vous voulez, à l'intérieur de trois grandes positions, hein, à l'intérieur de ce schéma à nouveau temporel, hein, vous voyez. Bon, je n'ai pas mis la flèche dessous, mais peut-être il y avait peut-être bien une flèche dessous, peu importe. Il y a le moment où le procès est entièrement, dit-il, en tension, c'est-à-dire que l'action n'a pas encore commencé, elle est en tension au sens où, si vous voulez, comme si on avait un ressort qui ne s'était pas encore déclenché. Hein. Donc ça correspond à l'infinitif. Ensuite, il y a un mélange de tension et de détention qui correspond au participe dit présent. Et enfin, la détention, c'est le participe passé. Donc, marcher ER au point T0, marchant de T1 à Tn-1, et marcher à Tn. Alors, comprenez bien que quand là je peux faire la même remarque que celle que je faisais tout à l'heure pour le subjonctif. Quand on parle de participe présent, de participe passé, ça n'a rien à voir avec l'époque présente, l'époque passée. Ce sont des termes, encore une fois, hérités de la terminologie grammaticale traditionnelle, mais qui n'ont pas du tout, mais qui n'ont absolument aucun rapport avec le temps présent, le temps passé. Alors, cette relation de tension et détention, il la schématise de la façon suivante. Hein, vous voyez, vous avez un premier rapport là, où la tension est maximale et la détention est à 0, c'est donc l'infinitif marché. Et ensuite, un équilibre de tension et de détention, où la tension devient de plus en plus petite et la détention devient de plus en plus grande, jusqu'à ce que la détention occupe tout l'espace, si vous voulez, et que la tension soit nulle, auquel cas on arrive au participe passé marché. Alors, c'est un schéma qui permet de dégager la valeur de chacune des trois constructions du mode nominal. Alors là, je cite un passage. Marcher est l'image du verbe en tension seulement. C'est-à-dire l'image non pas d'une action qui se produit, mais qui peut se produire, qui peut résulter d'une volonté, d'une intention. Que je me pose en effet la question « Quelles actions puis-je accomplir ?» La réponse que je me ferai à moi-même va se formuler en infinitif. Je puis marcher, courir, manger, boire, dormir, penser, lire, écrire, etc. Marchant est beaucoup moins virtuel. C'est un complexe de tension et de détention. Si je dis marchant, je vois l'action non pas seulement en devenir, comme avec l'infinitif, mais aussi en réalité. Et comme ceci compense cela, l'impression d'ensemble est celle d'une action en cours. Quant au participe passé marcher, comme expression de la seule détention du verbe, il en donne une image morte, ce qui subsiste du verbe après que la tension en est échappée. Alors, vous voyez pourquoi on a affaire ici, dans ces affaires de tension et de détention, et pourquoi on a affaire à un temps intérieur à l'image du mot. Parce que ce que Guillaume commente pour distinguer la valeur des différentes formes de ce mode nominal, donc l'infinitif, le participe présent, le participe passé, c'est bien uniquement ce qui se passe dans le sens même du verbe marcher. Dans l'idée de marcher, l'idée véhiculée par le verbe marcher, elle peut être prise à son début, à son milieu et à sa fin. Mais je parle bien d'un temps qui est intérieur au verbe. Alors, pour ce qui est de l'aspect surcomposé, hein, il y a un autre schéma où il est un peu moins visible ici. Donc, une fois qu'on est arrivé
Alors Guillaume explique qu'il y a une propriété particulière, en français et dans certaines autres langues, qui permet de relancer la tension une fois qu'elle est arrivée à 0 à marcher. On peut relancer la tension pour dire avoir marché, ayant marché, eu marché. Et puis voilà. Donc il y a une deuxième série là de formes qui sont donc les formes composées des constructions infinitifs participes. Bien. Alors, on va avoir une première définition de l'aspect comme phase analytique du verbe. Alors là, je cite à nouveau un petit passage. Ce renouvellement analytique du verbe français, renouvellement qui s'étend sur 3 séries, fait qu'il n'existe pas dans la langue de mots qui expriment le verbe intégralement. C'est assez curieux cette idée, mais bon. Il n'existe pas dans la langue de mots qui expriment le verbe intégralement, mais seulement des mots qui en expriment un aspect. Vous voyez, il y a une sorte de justification un peu spontanée comme ça du mot aspect. C'est-à-dire, comme on vient de le voir, une phase analytique. Et comme 2 phases analytiques ont pu être ouvertes, fermées et rouvertes, une 3e phase ouverte mais non fermée, on compte en définitive 3 aspects du verbe dont l'ensemble recompose le verbe français. Donc, premier aspect, un aspect simple, représenté par l'infinitif non composé, marcher, que nous nommerons l'aspect tensif, vu qu'il représente le verbe en tension. Donc vous voyez qu'il y a on parle d'aspect simple, c'est une dénomination morphologique, et il y a une dénomination sémantique qui correspond. Et on parle d'aspect simple parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire, etc., donc c'est une forme simple. Mais du point de vue du sens, Guillaume précise que c'est un aspect tensif, parce qu'il exprime le fait que l'action est encore complètement virtuelle, bref. Ensuite, un aspect composé représenté par auxiliaire plus participe passé, avoir marché, que nous nommerons l'aspect extensif, vu qu'il sert à renouveler la tension du verbe au moment où elle expire et à la prolonger au-delà d'elle-même en extension. Un aspect, troisièmement, un aspect surcomposé représenté par auxiliaire plus participe passé d'auxiliaire plus participe passé de verbe, avoir eu marché, et que nous nommerons l'aspect bi-extensif, etc. Bon. Donc, on a 3 aspects, mais on va voir ensuite le commentaire, enfin, je veux dire, il oublie assez vite le 3e qui, c'est vrai, est intéressant du point de vue, disons, de l'exercice purement intellectuel, mais qui en fait n'a pas un intérêt très, très grand du point de vue de l'analyse. Alors, maintenant, reste à examiner les valeurs en discours de chacun de ces aspects. Les valeurs en discours de chacun de ces aspects. Alors, vous voyez que là, je ne vais pas aujourd'hui développer cette notion, mais il y a à nouveau cette distinction entre langue et discours, avec cette idée qu'on a un sens en langue et plusieurs sens possibles en discours. Mais on aura l'occasion de revenir sur cette façon de concevoir l'opposition langue-discours. Alors d'abord, l'aspect tensif. Donc là, il essaie de décrire un peu concrètement comment ça marche, ces différents aspects. Aspect tensif, c'est l'image du verbe dans son déroulement. Alors par exemple, mettre son chapeau montre le chapeau qui conduit par la main va à la tête. Mettre son chapeau. Bon, d'accord, on voit cette action elle n'est pas réalisée, hein, parce qu'on n'a pas encore mis son chapeau quand on dit mettre son chapeau, mais elle est en quelque sorte visualisée. Hein, il y a une image d'une action. Ensuite, l'aspect extensif, déroulement, cet aspect extensif correspond à ce que Guillaume appelle le déroulement d'une séquelle de l'image verbale. Avoir mis son chapeau, par exemple, n'exprime pas l'idée du chapeau que la main conduit à la tête, contenue dans le verbe mettre, mais l'idée consécutive du chapeau déjà placé sur la tête.
Bon, d'accord, avoir mis son chapeau, le chapeau il est sur la tête, l'action elle est déjà faite, donc c'est ça qu'il appelle l'idée séquelle, c'est la conséquence d'une action. Donc dans l'aspect tensif, on a l'image de l'action, dans l'aspect extensif, on a l'image de la conséquence de l'action. Mais, et c'est là où c'est intéressant, cette séquelle d'image verbale est plus ou moins imagée, hein, il utilise le mot imagé. Dans le cas de mettre son chapeau, on a une distinction assez nette entre l'idée de avoir mis son chapeau et l'idée de mettre son chapeau. Hein. Il y a deux sens assez différents. Il y a deux images différentes. Hein. Mais quand on compare marcher, avoir marché, au fond, la différence n'est pas du même ordre. La différence n'est pas du même ordre parce que autant dans mettre son chapeau, avoir mis son chapeau, il y a une sorte donc, lorsqu'on arrive au point de détention, au point B, au bout de la durée interne du procès, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est que le chapeau est sur la tête. Donc par rapport à le temps, quand on fait l'action de mettre son chapeau, tant qu'on fait cette action, le chapeau il n'est pas sur la tête. Donc il y a bien deux moments différents. Le moment de mettre le chapeau n'est pas mis, hein, puis le moment où il est mis. Bon. Alors que dans marcher, il n'y a pas vraiment de différence. On marche, et puis avec l'infinitif, c'est l'idée de l'action de marcher, et puis avoir marché, c'est simplement que cette action, elle est terminée. Hein, je veux dire, on est arrivé au bout. Donc sa formulation, c'est de dire qu'on est... la seule différence, c'est un point d'observation qui est situé au-delà du verbe. Hein. Donc, quand on dit avoir marché, on est dans un point d'observation qui se situe à l'issue de l'action. Voilà. Alors, dans ce cas-là, alors bon, je suppose que vous avez deviné, parce que là, ce sont des formulations. Je vous rappelle, c'est 1929. Hein, donc, est-ce que vous voyez à quelle opposition ça fait référence? Ben oui, hein, entre les verbes perfectifs et imperfectifs, si on... Bref, c'est la question de la télicité qui est en jeu ici. Mais bon, à cette époque-là, on ne parle pas encore de télicité. Mais on voit bien qu'il y a dans un cas une action, un télicité, oui. Bon, on en reparlera, hein, de télicité. De télos, hein, le but, c'est l'idée qu'il faut que le but soit atteint pour que l'action ait lieu. Si vous voulez, comme, je sais pas, sortir, enfin bref, les verbes perfectifs, l'événement a lieu quand le point B, là, tout à l'heure, est atteint. Hein. L'événement de mettre son chapeau, il a lieu quand le point de détention est atteint. Bien, mais ce n'est pas tellement ça que Guillaume ici veut commenter. Ce qui l'intéresse, c'est de faire apparaître, à partir de l'exemple de marcher, avoir marché, c'est que, à partir du moment où on perçoit cette idée que lorsqu'on est arrivé au bout, lorsqu'on est arrivé à ce point d'observation extérieure au verbe, comme dans avoir marché, même s'il n'y a pas de contenu sémantique propre, donc différent du sens du verbe, du sens du verbe en cours de tension, comme c'était le cas dans mettre son chapeau, avoir mis son chapeau, il y a une différence qui est à ce moment-là d'ordre temporel, et on perçoit une antériorité, tout ce qu'on perçoit dans le contraste, si vous voulez, entre l'infinitif marcher et la forme extensive avoir marché, tout ce qu'on perçoit, c'est donc une différence temporelle. C'est que avoir marché, c'est après marcher. D'accord? J'enfonce des portes ouvertes là, hein, mais c'est simplement pour vous amener doucement à cette idée que, en fait, cette différence qui est une différence donc d'aspect,
on est passé de marcher, aspect tensif, à avoir marché, aspect extensif. Cette différence d'aspect peut avoir en discours une valeur temporelle. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer l'accompli, cette forme va finir par marquer l'antériorité. Et c'est comme ça que très classiquement on explique le fait que le passé composé en français a très largement évincé le passé simple, parce qu'au fond, le passé composé, même s'il se caractérise en langue fondamentalement par le fait que c'est l'accompli ou l'aspect extensif, le passé composé, c'est du présent, vu selon l'aspect extensif. C'est tout. Mais, comme dans le cas de avoir marché, qui est l'infinitif vu sous l'aspect extensif, eh bien, le passé composé peut être vu, non pas en termes purement aspectuels, comme l'accompli de la forme simple, mais comme l'antérieur. D'où sa concurrence avec le passé simple, et pas avec l'imparfait pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais d'où la concurrence avec le passé simple et l'élimination progressive, enfin tout au moins à l'oral, du passé simple au bénéfice du passé composé. Alors, d'une manière générale, je veux dire, cette idée d'une conversion de l'aspectuel en temporel, elle est généralisable. Hein. C'est ce que fait Guillaume ici. En fait, ce que permettent les aspects extensifs et bi-extensifs, c'est de pouvoir exprimer l'antériorité, du coup. C'est-à-dire que l'extensif va pouvoir avoir comme sens l'antérieur du tensif, et puis le bi-extensif va avoir pour sens l'antérieur de l'extensif. Mais comme c'est un changement qui concerne uniquement l'aspect, on peut rester à la même époque. Donc je cite cet extrait. Autrement dit, à la chronologie en surface qui déroule à nos yeux des époques successives, passé, présent, futur, donc là on a basculé là dans ce commentaire dans le temps in esse, hein, à la fin de la chronogénèse. On n'est plus dans le temps in posse. Donc à la chronologie en surface qui déroule à nos yeux des époques successives, passé, présent, futur, l'aspect bi-extensif, aidé de l'aspect extensif qui a déjà accompli le premier pas dans cette voie, substitue la chronologie par changement d'aspect ou chronologie en profondeur. La chronologie en surface se marque dans le temps in esse, la chronologie en profondeur dans le temps in posse, et c'est son résultat qui est porté dans le temps in esse. Donc, autrement dit, vous avez deux chronologies. Une chronologie qu'il appelle de surface, qui est la chronologie passé, présent, futur, qui s'applique donc à la chronothèse, qui s'applique à la chronothèse in esse, mais à n'importe quel endroit. Ici, le schéma indique que c'est au présent, mais la même chose peut se basculer au passé ou au futur. On a une autre chronologie ici, entre l'aspect tensif, extensif, bi-extensif, où ici, on va avoir une possibilité que l'extensif exprime l'antériorité par rapport au tensif, que le bi-extensif exprime l'antériorité par rapport à l'extensif, tout en restant au même endroit du temps, présent, passé ou futur. Alors, Guillaume donne quelques exemples. Dès qu'il a déjeuné, il s'en va. Dans cette phrase, a déjeuné exprime une action passée et s'en va une action présente. En surface, pour exprimer ce rapport, il faudrait changer d'époque et dire, à supposer que ce fut possible, dès qu'il déjeuna, il s'en va. Bon, on ne peut pas trop dire ça.
Mais ce n'est pas ainsi que la pensée opère, car il importe beaucoup plus pour elle de pouvoir concentrer toutes les relations qu'elle veut mettre en lumière dans le champ étroit et conséquemment d'époque unique de la conscience actuelle. Aussi exprime-t-on l'antériorité de déjeuner par rapport à s'en aller à l'aide d'un changement d'aspect, ce qui permet de ne pas changer d'époque et d'exprimer le passé sans quitter du regard le présent. Deuxième exemple, pour les formes surcomposées, et pour l'aspect extensif, dès qu'il a eu déjeuné, il s'en est allé. Les mêmes conditions s'y retrouvent. D'une part, une action passée s'en est allée, qui, quoique passée, s'exprime grâce à l'aspect au présent, et d'autre part, une autre action passée, avoir déjeuné, qui est antérieure à la première. Il s'agit d'exprimer cette antériorité sans avoir changé d'époque, c'est-à-dire sans quitter le présent. On y réussit en faisant appel à l'aspect bi-extensif, qui, à la chronologie de surface qui exprimerait les temps, substitue la chronologie en profondeur qui exprime l'aspect. Alors, vous voyez donc que si le temps aspectuel, en quelque sorte, si le concept d'aspect est en langue et fondamentalement du temps intérieur, ce temps intérieur peut être converti en temps extérieur, puisque l'expression de l'antériorité, de l'antériorité ou de la postériorité, ça renvoie bien à l'opposition passé, présent, futur, et plus à une opposition aspectuelle. Donc ça complique un tout petit peu l'affaire. Alors maintenant, voyons ce qu'il dit des rapports entre participe et infinitif. Alors là aussi, je cite un passage. Le mode participe en « en », comme le mode infinitif, appartient au temps in posse. Et l'on peut se demander pourquoi le temps in posse enferme deux modes, infinitif et participe, alors que le temps in fieri et le temps in esse, indicatif, n'en comptent qu'un seul chacun. Ce défaut de symétrie dans une langue aussi symétrique que la langue française donne à réfléchir. Bon, vous voyez, le présupposé que le français est très symétrique, toujours. Hein, bon. Alors, on en a parlé déjà un tout petit peu tout à l'heure. Il y a un retour sur cette distinction entre les deux modes. La vérité est que le mot mode n'est pas ici d'une entière exactitude et qu'on se trouve en présence, dans le mode nominal resté 1, des mêmes deux formes temporelles qui existent dans les autres modes, mais portées à un degré de généralité extrême, ainsi que l'exige le temps in posse, dont le propre est de représenter la notion de temps dégagée de tout ce qui n'a pas de généralité absolue. Donc, le temps, dans la chronothèse in posse, c'est un temps très abstrait, très général, etc. Donc, toutes les oppositions ont un caractère extrêmement général. Autrement dit, ce que Guillaume dit dans ce passage-là, et on va lire ensuite le reste, c'est que la distinction entre infinitif et participe est au fond une distinction de temps, au même sens où il y a une distinction entre le passé simple et l'imparfait, etc. Donc ce sont des temps d'un mode, finalement. Alors, voici comment il classe les choses. En d'autres termes, l'opposition des deux infinitifs, marcher, avoir marché, aux deux participants en, marchant, ayant marché, doit être considérée dans le mode nominal comme une expression très abstraite, très généralisée, de l'opposition qui se marque dans le mode indicatif, de parfait défini et parfait antérieur à imparfait et plus que parfait, de futur simple et futur antérieur, à conditionnel présent et conditionnel passé, et dans le mode subjonctif, de présent et parfait à imparfait et plus que parfait. Bon, ça fait beaucoup de temps dans une seule phrase, donc on va regarder ça d'une manière un petit peu plus dépouillée. Alors, quelles sont les conséquences de ces analyses? D'abord, qu'il y a un seul mode nominal avec deux formes temporelles, qui sont donc le participe et l'infinitif. Bon, après, on pourrait discuter, est-ce qu'il y a une seule forme temporelle pour le participe? Il y en a deux, le participe présent, participe passé. Bon, donc, voilà. Alors, on va comprendre pourquoi il n'y a pas de distinction faite entre participe présent, participe passé à ce niveau-là de l'analyse. Quelle est la différence entre les formes de participe et d'infinitif?
Alors là, j'ai décomposé, si vous voulez, ce que Guillaume disait dans une seule phrase en séparant les formes simples en haut, les formes composées. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que l'opposition entre infinitif et participe, elle est du même ordre, mais en plus abstrait, que l'opposition entre passé simple imparfait, entre futur simple conditionnel, entre subjonctif présent, subjonctif imparfait. Et puis, pareil pour les formes composées. Hein. Avoir marché, ayant marché, c'est la même opposition que eu marché, avait marché, ou que aurait marché, conditionnel, et entre est marché et eu marché. Alors évidemment, là pour l'instant, on ne sait pas encore sur quoi reposent ces oppositions. D'ailleurs, ne reposent pas sur la même chose. Hein. On verra que dans le cas, l'opposition entre ces deux subjonctifs est en fait une opposition qui qualitativement n'est pas du même ordre que l'opposition qu'il y a entre passé simple imparfait ou entre futur simple et conditionnel. Mais disons que la solution que propose Guillaume ici consiste à aligner sur le principe d'une opposition temporelle, hein, la distinction entre participe et infinitif. Donc finalement, ce ne sont pas deux modes, mais deux temps. On ne sait pas bien, à ce niveau-là, on ne sait pas encore bien ce qui les oppose. Alors, je vais terminer sur une question intéressante, qui est la question de l'auxiliaire. Alors, ce sont des problématiques aujourd'hui très bien connues, en tout cas aussi en termes de télicité, par exemple, d'aspect perfectif, imperfectif, etc. Mais c'est intéressant de voir comment Guillaume les formule. Bon, il remarque que lorsqu'on est dans les formes, dans l'aspect extensif, hein, dans les formes de l'aspect extensif, donc avec un auxiliaire et un participe passé, bah, deux auxiliaires sont possibles. Hein. Pour sortir, je dis être sorti, pour marcher, je dis avoir marché. Alors ce qu'il remarque, et la façon dont il justifie la différence, c'est une formulation en termes de limite de tension. Hein. Donc le verbe, on ne peut pas continuer de sortir. Bon, aujourd'hui, ça fait partie des tests classiques pour les questions, est-ce qu'on peut dire continuer de ou pas? Mais bon, on ne peut pas continuer de sortir, donc ça veut dire que le verbe sortir a une limite de tension. Au bout d'un moment, on est sorti, point, l'action a eu lieu, on ne peut pas aller au-delà. Et cette limite n'existe pas dans le verbe marcher. Quand on marche, on peut toujours continuer de marcher. Alors il dit donc la chose suivante, il écrit la chose suivante plutôt, là où la tension rencontre dans l'idée même du verbe sa limite, le verbe entre passivement dans sa phase d'extension, et l'on fait précéder le participe passé de l'auxiliaire être. Là où la tension ne rencontre point de limite dans l'idée du verbe, le verbe entre activement dans sa phase d'extension, et le participe passé se fait précéder de l'auxiliaire avoir. Donc, cette analyse, qui au fond, est un précurseur d'analyse aujourd'hui tout à fait banale, mais qui à l'époque ne l'était pas du tout, repose sur une distinction de perception des deux auxiliaires, avec l'idée qu'il y a quelque chose de plus passif dans être et de plus actif dans avoir. Hein. Bon. Encore une sorte d'intuition sémantique comme ça, qui n'est pas vraiment justifiée, hein, mais qui est monopolisée dans l'explication. Et puis une remarque sur les verbes transitifs. Les verbes transitifs, comme ils ont un objet, leur limite de tension, elle n'est pas dans le verbe, elle est dans l'objet. Donc on les conjugue à l'aspect extensif, toujours avec l'auxiliaire avoir. Bien, une dernière petite remarque avant de terminer, mais vous lirez ça en détail si vous voulez. Il y a un cas particulier avec apparaître, paraître, disparaître, hein, où on peut utiliser les deux auxiliaires. La tâche a disparu, la tâche est disparue.
Alors, je ne sais pas si les étudiants étrangers perçoivent bien cette distinction, même pour les Français, ce n'est pas très évident. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut commenter cette nuance extrêmement fine? Alors, vous voyez que là, c'est assez caractéristique de l'analyse guillaumienne, c'est d'essayer de sentir de toutes petites nuances de sens qui sont considérées comme assez révélatrices d'un système d'organisation. Donc, vous voyez comment il distingue la chose. Hein. C'est la différence entre un point de vue du devenir, un point de vue de l'être. Hein. Disparaître, donc je cite, disparaître peut signifier à volonté devenir de moins en moins visible ou être de moins en moins visible. L'auxiliaire être dénonce le premier de ces points de vue. Alors bon, c'est compliqué parce que être, ça veut dire devenir. Et bref. Donc l'auxiliaire être dénonce le premier de ces points de vue, l'auxiliaire avoir le second. La tâche est disparue, elle est devenue invisible. C'est-à-dire, elle est dans l'état d'être disparue. Alors que la tâche a disparu, la tâche est devenue invisible, c'est-à-dire il y a un événement, il y a un procès, il y a un événement, il y a une durée interne qu'il n'y a pas dans est disparu. Si vous voulez, il y a dans un cas, il y a une certaine durée, il y a l'image d'une certaine durée du processus de disparition. On est allé au bout. Le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, donne l'image d'un processus de disparition qui a eu lieu, alors que l'auxiliaire être donne l'image de l'aboutissement du procès, sans du tout donner l'image de la succession. Hein. La tâche a disparu. Vous voyez, on aurait du mal à dire, on pourrait dire, comme j'ai beaucoup frotté, la tâche a disparu. C'est-à-dire qu'on a fait une action et ensuite, on ne dira jamais, comme j'ai beaucoup frotté, la tâche est disparue. Mais on pourra constater d'un seul coup, ah tiens, c'est disparu. Okay. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait voir cette subtile nuance. Bien, donc je ne sais pas si vous allez bientôt être disparu ou avoir disparu, mais on va se séparer sur cette dernière idée, et puis donc on se voit la semaine prochaine.